Bienvenue dans Minimal, le podcast qui se concentre sur l'essentiel. Chaque semaine, j'aborde un point précis de nos vies et comment le minimalisme peut avoir un impact positif dessus. Aujourd'hui, c'est donc un épisode solo dans lequel j'aimerais te parler de la productivité et du travail. Alors ça va pas forcément être facile comme épisode puisque tout le monde a un travail plus ou moins différent, tout le monde travaille dans un environnement qui est plus ou moins différent, mais à mon sens, il y a certains points essentiels qui sont entre guillemets applicables à tous les travaux et travail, je pense qu'on dit plutôt comme ça, et que qu'on peut appliquer du coup dans peu importe ce qu'on fait en fait en réalité, et le minimalisme étant une quête de sens et d'essentiel, je pense qu'il y a plein de choses que l'on peut appliquer dans cette quête de sens et d'essentiel dans notre environnement, on va dire, de travail ou professionnel ou les deux. Donc peut-être que tu te demandes d'ailleurs pourquoi je fais un podcast sur le minimalisme et le travail, parce que ça te paraît peut-être pas forcément lié au premier abord. Mais comme je te l'ai dit, le minimalisme, pour moi, ça consiste principalement à se concentrer sur l'essentiel. Et pour moi, ça s'applique forcément au travail. Et en premier lieu, avec ce dont je voulais te parler en premier, qui est pour moi essentiel du coup, c'est dans cette logique de se concentrer sur l'essentiel, on ne peut pas euh, choisir forcément à 100% notre organisation, surtout quand on est salarié. Par exemple, quand on travaille dans une entreprise, dans des locaux avec plein d'autres personnes. On n'est pas libre de faire ce qu'on veut. Mais il y a moyen de bidouiller. Il y a moyen de bidouiller. Et dans cette logique de se concentrer sur l'essentiel, il y a ce qu'on appelle, on va dire, de protéger ton attention, de protéger ta concentration. Dans son livre Deep Work, que je te mettrai en lien dans les notes du podcast, Cal Newport, qui est du coup l'auteur du livre, explique plein de choses très intéressantes, et notamment que notre capacité à se concentrer sur une seule tâche et de se concentrer de manière intense et du coup faire du travail qui va être de qualité, cette capacité est extrêmement fragile en réalité, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Et il a même, on va dire, créé un espèce de calcul pour déterminer qu'est-ce qui fait un travail de grande qualité, une bonne productivité, une bonne production même, quelque chose qui en sort, qui est de qualité. Donc, pour te présenter rapidement le calcul, et pas le cactus, c'est du coup travail de grande qualité est égal au temps qu'on passe fois l'intensité de la concentration. Donc, il y a le temps qu'on passe, ça c'est quelque chose qui est universel, et toutes les entreprises, et peu importe où on va, ça c'est un point qui est toujours qui est le premier évident et qui est des fois complètement galvaudé, puisqu'on va te faire passer beaucoup de temps à faire des choses qui des fois n'en demandent pas forcément beaucoup, mais parce que c'est comme ça, parce qu'il faut être là de 8h à 17h, ben, tu vas passer beaucoup de temps là-dessus. Alors qu'en réalité, si tu as juste le temps passé, ça ne détermine en aucun cas la qualité du travail qu'on fournit. Par contre, si tu le couples avec l'intensité de la concentration avec laquelle tu fais ce travail et le temps que tu y passes, là, si tu passes beaucoup de temps à faire quelque chose et que tu le fais à chaque fois avec une grande concentration, forcément que ce qui va en sortir sera de grande qualité. Le souci là-dedans, c'est que la moindre interruption te demandera à chaque fois plusieurs secondes, voire plusieurs minutes pour te remettre dans un état, alors lui il appelle ça l'état de flow, l'état de concentration dans lequel tu étais avant. C'est-à-dire que l'état de flow, ça va être l'état de concentration ultime. C'est un état dans lequel tu es concentré, dans lequel ton cerveau fait, euh, on va dire, un peu en mode automatique, c'est-à-dire qu'il va, c'est assez difficile à décrire, mais en gros, il va travailler pas tout seul, mais il va vraiment être focus sur une seule tâche. Tout va aller plus vite, tout sera plus simple pour toi, tu vas pas avoir un sentiment de dispersion. Souvent, tu n'as pas forcément de sentiment de frustration non plus quand tu es dans cet état de flow. Donc en gros, l'état de flow, c'est l'état de travail ultime, et c'est au final, entre guillemets, assez simple à atteindre. Il suffit pour ça de se concentrer sur une seule tâche et de pas avoir de perturbations extérieures. Et c'est là que le principal problème intervient. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, j'ai pas fait 10 ans de carrière dans une boîte, mais j'ai fait des stages, j'ai travaillé dans des entreprises, et il n'y a pas besoin de travailler longtemps pour voir quels sont les problèmes quand on parle de ça, de cette concentration. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on sait que la moindre interruption peut te causer au final la rupture de ta concentration, eh ben, dans n'importe quelle entreprise classique, il y a un nombre d'interruptions à l'heure qui est hallucinant. Je veux dire, déjà, quand tu travailles dans des locaux où il y a plusieurs personnes, pas forcément parler d'open space, mais genre un bureau où vous êtes trois quatre,
un bureau où il y a 3-4 personnes, c'est du coup 3-4 possibilités de coups de téléphone, par exemple, déjà. 3-4 possibilités de personnes qui vont parler, 3-4 possibilités de personnes, je sais pas, qui va se lever. Enfin bref, il peut y avoir plein de perturbations visuelles comme ça qui vont venir chatouiller des fois ton état de flow ou voire des fois carrément venir l'interrompre. Par exemple, si tu reçois un coup de téléphone ou si tu as les notifications d'email activées et que tu en reçois un, et ben là, ça va interrompre ton état de flow. Si quelqu'un rentre dans le bureau et commence à te parler, voilà, tout un tas de choses qui peuvent faire que ça va littéralement couper ton état de flow et que suivant la durée de l'interruption, ce sera beaucoup plus difficile de s'y mettre. C'est-à-dire que si c'est juste une petite notification d'email, en moyenne, on dit qu'il faut, genre, admettons, tu vois l'email, et il va te falloir 30-40 secondes, 2 minutes, pardon, pour te remettre, on va dire, à fond dans le truc, si c'était une interruption de quelques secondes. Par contre, si c'est quelqu'un qui vient de parler d'un dossier ou de je ne sais pas quoi qui a rien à voir avec ce que tu étais en train de faire et qui te parle pendant 2 minutes, et ben là c'est exponentiel, il va te falloir genre 10-15 minutes pour t'y remettre. Surtout si en plus tu commences à faire une autre tâche pour aider cette personne ou je sais pas quoi, du coup ça va être très compliqué de te remettre dans cet état de flow. Et donc toutes les entreprises actuelles, il y en a vraiment très peu qui ont mis le respect de la concentration de leurs employés qui en ont fait une priorité. Si tu as aujourd'hui peut-être des entreprises plus modernes qui mettent le bonheur au travail, mais respecter cette concentration, c'est très difficile. Alors que pourtant, c'est bien plus important de respecter cette concentration que de demander aux gens de passer des heures et des heures sur des tâches qu'ils ne méritent pas forcément à chaque fois. Mais bon, là on s'égare. Restons sur le travail et sur le minimalisme. Donc tu vois, il faut vraiment que ton environnement de travail soit le plus possible propice à une vraie concentration sur ce que tu fais en ce moment. Donc l'idée, ça va être de protéger le plus possible ton attention. La première manière, moi c'est celle que je trouve évidente et je la fais alors qu'il n'y a personne chez moi qui travaille avec moi puisque je suis tout seul. Donc quand je la fais, mais si tu es dans un bureau, je pense que c'est la meilleure solution aussi. Et du coup, ça va être de mettre un casque sur tout simplement tes oreilles, de mettre un fond sonore ou de mettre de la musique. Ça va déjà te permettre de t'isoler, de moins être dérangé par tout ce qui est bruit ambiant, personne qui parle, coup de téléphone, etc., etc. Et de t'accorder des moments, si possible, où tu vois qu'il y a moins de distractions. Par exemple, il y a toujours des moments dans les boîtes où, par exemple, tout le monde va à la pause café. Bah, toi, tu peux aller prendre ta pause café après, par exemple, pour profiter de ces genre 20 minutes de répit pour te concentrer et bien finir ta tâche par exemple et ensuite aller à la pause café. C'est un exemple tout con hein, mais voilà, c'est essayer de t'accorder des moments et ça c'est le plus difficile pour moi dans une boîte classique, c'est parce que tu peux pas virer les gens de ton bureau ou tu peux pas leur dire de pas toquer enfin toute la journée en tout cas. Donc voilà, il faut essayer de t'accorder ces moments. Après si tu peux mettre une pancarte sur ta porte et dire ne pas déranger, bah fais-le. Mais voilà, je ne veux pas te dire des choses qui ne sont pas forcément faisables. Ensuite, il y a un truc dont je voulais te parler, c'est que dans son livre, et ça c'est pas que dans son livre, c'est assez de manière générale, c'est que le meilleur moyen pour avoir cet état de flow au plus haut niveau et l'avoir le plus facilement possible, c'est le matin. C'est-à-dire que généralement, le matin, c'est le meilleur moment de la journée pour créer, travailler et être productif parce que notre cerveau est frais et dispo, etc. En plus, si tu te lèves tôt le matin, bah, du coup, ça te laisse plus de temps et ça te laisse même la possibilité de travailler quand personne ne travaille. C'est-à-dire que si tu te lèves, moi je me lève à 4h30, et bah, du coup, ça te laisse la possibilité de travailler jusqu'à 8h sans recevoir un seul mail, sans recevoir aucun message. Et du coup, là, ton état de flow, il est pleinement protégé. Après, je sais que c'est pas possible pour tout le monde, donc je vais pas te dire de le faire. Mais voilà, le matin, il faut prendre conscience que s'il y a un moment dans la journée où tu dois te dire c'est maintenant et je me consacre à fond sur une tâche, vaut mieux le faire le matin. Il y a des gens, oui, il y a des exceptions, des gens qui, eux, vont pas avoir de problème pour avoir cet état de flow, c'est plutôt l'après-midi. Mais la majeure partie des êtres humains, le matin, c'est le moment le plus propice. Et c'est pas pour rien qu'il y a plein d'écoles dans des pays, notamment scandinaves, où on fait travailler les enfants que le matin parce que c'est le moment où ils ont le plus de concentration. Et ensuite, l'après-midi, ils en ont plus. Tu leur as pris tout le jus pendant les 4 premières heures. Donc, ça sert à rien de les garder et de les gaver. Clin d'œil, clin d'œil à la France. Donc, notamment, donc, je voulais te donner une petite citation du livre de Cal Newport, donc Deep Work. Il dit donc, pour réussir le Deep Work, vous devez recabler votre cerveau pour être à l'aise et résister à des stimuli extérieurs. C'est vraiment très important, c'est-à-dire qu'en mettant ces espèces d'habitudes, ces trucs en place, il faut que tu réussisses à te protéger de tous ces trucs extérieurs le plus possible. Donc que ce soit en créant un environnement qui est propice, mais toi aussi en
en changeant peut-être des habitudes. Et notamment, un truc très important, c'est que le moment intense de travail va être aussi déterminé par le moment intense de non-travail. C'est-à-dire qu'il faut s'accorder des vraies pauses, des vrais moments où on ne fait rien de productif ou rien en lien avec le travail. Et c'est extrêmement important. Et au final, vu que je me lève tôt, en général, j'arrive à 11 heures midi et j'ai, on va dire, fait toutes les tâches de ma to-do list, etc. Je suis assez content, etc. Et du coup, en général, de midi à 2 heures, je ne fais rien à part manger et regarder, par exemple, des vidéos qui n'ont rien à voir, des vidéos sur le basket ou des vidéos vraiment, ou une série ou peu importe. Et vraiment pour m'accorder ce temps de relâchement total. Et ensuite, l'après-midi, ça te redonne un petit boost. Et notamment, un autre truc qui donne beaucoup de boost, c'est d'aller se balader en ville, mais surtout dans la nature. Et je veux dire, il y a pas, j'allais dire un gros mot, il n'y a pas photo. C'est que quand tu vas te balader, notamment en forêt, tu sens cette espèce de ressource intérieure, je trouve, qui arrive en toi. C'est-à-dire que moi, j'habite du coup en ville, à Clermont-Ferrand. Et quand je vais, par exemple, à côté, il y a des montagnes, etc., il y a une forêt. Et quand tu vas en forêt, tu sens vraiment la différence entre se balader en ville et se balader en forêt. Déjà parce que d'un point de vue minimaliste, il y a beaucoup moins de distractions. Il n'y a pas, je sais pas, des bruits de voiture, des trucs à regarder partout et tout ça. La ville, ça te sollicite tout le temps ton attention parce qu'il faut que tu fasses attention. Tu peux te faire écraser par un chauffard au moindre coin de rue, etc. Alors que la forêt, c'est beaucoup plus paisible. Et donc, il en parle dans son livre que notamment les balades en forêt ou dans la nature te permettent vraiment, sont vraiment un espèce de piqûre de relance de concentration et qu'ensuite ça te permet de repartir et de retravailler. Donc notamment un truc à faire, c'est que vu que le matin c'est le moment où on est le plus productif, bah, tu peux te concentrer sur tes tâches principales le matin, l'essentiel ton matin. Ensuite à midi, bah, tu profites ou tu vas te balader et ensuite ça te redonne un petit boost pour l'après-midi. En moyenne, il dit que les êtres humains moyens peuvent réaliser 3 à 4 heures de deep flow par jour, de deep work par jour. Donc vraiment de travail ultra intense. Là, c'est pas du travail euh, bullshit où tu fais tout et rien à la fois. Vraiment le travail intense parce qu'après tu as tout. C'est du travail de production, c'est du travail de création, c'est pas des réponses aux emails, des réunions, ce genre de choses. Et donc il dit que le meilleur moyen de s'accorder ces 3 ou 4 heures par jour, c'est de le mettre le matin bien évidemment, et surtout de les consacrer à une tâche en particulier qui est différente en fonction des jours. Par exemple, si tu as plusieurs projets, ben, tu vas consacrer un matin à tel projet, un autre matin à tel projet. Pour Minimal, pour le podcast, à chaque fois, je consacre une matinée toute entière de la création, de la préparation, je veux dire, à la programmation et à la publication. C'est toute une matinée entière, enfin c'est 3 4 heures de A à Z pour essayer de faire les choses bien et pas de découper, tu vois, genre un peu de minimal, ensuite un peu d'un autre truc, etc. etc. Et si tu as un travail plutôt répétitif ou que tu es sur un même projet, ben voilà, tu consacres ces 3 à 4 heures sur un même projet, sur une même chose, et ensuite tu te donnes genre 1 heure de réponse aux emails qui ne te demandent pas d'être dans un état de flow, de concentration maximale. Et se créer ces moments à soi et ces moments pour notre travail, c'est donc extrêmement important. La partie qui va venir, ce dont je vais te parler, je m'étais dit, je m'étais pas dit que j'allais le faire. J'avais gardé ça pour un peu un side project, voilà. Mais je me suis dit que je voulais vraiment t'en parler parce que ça fait sens avec ce que je veux transmettre à travers Minimal. Sachant que Minimal va peut-être faire que 10 épisodes, du coup, je me suis dit que je voulais pas ne pas en parler et je me suis dit que c'était la meilleure occasion d'en parler dans ce podcast. Et cette occasion et cette chose dont je veux te parler, c'est de vivre une vie de sens parce qu'aujourd'hui, euh, le minimalisme, c'est se concentrer sur ce qui a du sens pour nous et le travail ne fait pas forcément toujours partie des choses qui ont du sens pour nous, pour la majeure partie des gens. Quand j'ai été, pour te passer dans le contexte, j'étais récemment à une petite conférence d'un entraîneur de rugby qui parlait de team building et de comment construire une bonne équipe dans le travail, dans les startups, ce genre de choses. Et il a dit quelque chose, c'était vraiment une super conférence, le mec était très spontané, très cool. Et il a dit une chose qui a eu un énorme impact et un énorme écho en moi. Il parlait de l'ancien modèle de management qui consistait en une hiérarchie forte et une obéissance aux ordres sans trop remettre en question les ordres. Et il expliquait que ce modèle de management ne peut plus du tout fonctionner avec les nouvelles générations et c'est pour ça que beaucoup de managers et qu'il y a beaucoup des fois des difficultés dans les entreprises, c'est que ma génération, les plus jeunes ou un petit peu plus vieux, enfin voilà, on va dire les gens qui ont peut-être moins de 28 ans dans ces eaux-là ou moins de 30 ans aujourd'hui, ne peuvent plus
correspondent à ce modèle parce qu'ils ne cherchent pas ils ne cherchent pas en fait ce que les gens cherchaient avant. Aujourd'hui, ces jeunes générations, ma génération, sont dans une quête de sens et ils ne sont pas là pour recevoir des ordres à la con. Et c'est vrai. Et au final, je me suis dit, waouh, c'est tellement vrai ce qu'il vient de dire. C'est le genre de moment où tu sais, quelqu'un dit quelque chose que tu avais l'impression, enfin, que tu le savais déjà, mais qu'on ne l'avait juste jamais dit, par exemple. Et ça m'a fait un peu cet effet. Je me suis dit, mais c'est tellement vrai. Parce qu'au final, je me suis rendu compte, a posteriori, du coup, que j'ai jamais vraiment aimé faire des choses parce que c'était comme ça. Je veux dire, faire des choses parce que c'est comme ça, c'est quelque chose que, intrinsèquement, au plus profond de moi, je déteste, vraiment. Et j'ai toujours voulu comprendre le pourquoi des choses et le sens qu'il y a derrière et le sens de ce qu'on fait. Et que ce soit à l'école ou professionnellement, c'est-à-dire que moi à l'école, quand on me disait par exemple les mathématiques, vu que j'ai jamais voulu faire un métier entre guillemets où les mathématiques étaient si importantes, je comprenais pas pourquoi on nous apprenait tout ça. Et pareil sur plein d'autres petits sujets, mais à chaque fois à l'école ou dans les études supérieures, quand on me dit bah, c'est parce que c'est comme ça ou c'est parce que c'est dans le programme, je comprends pas parce qu'il n'y a pas de sens. Hein. Je veux dire, c'est parce que c'est dans le programme, mais dans ce cas, pourquoi c'est dans le programme et voilà, et si on t'explique pas le pourquoi des choses, pour moi, c'était pas intéressant. Et professionnellement, c'est pareil. Je veux dire, quand tu es stagiaire, on doit te donner envie de faire un travail parce que t'es en mode découverte. Et souvent, on va te donner des tâches les plus vides de sens du monde. Et donc, les gens qui sont vraiment attirés par le milieu et qui s'épanouissent vraiment vont être super contents parce qu'ils sont là, ah ouais, trop bien. Enfin voilà, je suis dans le milieu même si je fais pas forcément les tâches les plus importantes. Mais moi, j'ai jamais fait en termes d'études des choses qui étaient genre mes passions ultimes. Et du coup, à chaque fois que j'étais en stage, je me disais, donc certaines fois, je comprenais pourquoi je faisais les choses, notamment quand je faisais des stages en tant qu'électricien, tu vois. Là, je comprenais parce que voilà, tu câbles les trucs, enfin, c'est pour que la maison s'allume, donc c'est très pratique, donc tu comprends. C'est juste que moi, j'aimais pas le milieu. Mais après, j'ai fait des stages dans des milieux plus corporate, plus classiques, on va dire. Et là, c'était tout de suite beaucoup plus vide de sens en termes de tâches qu'on me donnait à faire, mais aussi les gens les gens, ce que les autres gens avec qui j'interagissais faisaient. Et du coup, ça m'a toujours frustré. Et je me rends compte qu'aujourd'hui, en fait, tout ce que j'ai fait depuis maintenant 1 ou 2 ans, c'est une espèce de recherche de quête de sens dans le travail. Et je pense que cette quête de sens de ma génération, ça s'explique par deux choses. La première, c'est que globalement, il y a des cas particuliers. Hein, je ne veux pas du tout dire que le monde est parfait, etc. Mais globalement, ma génération et un peu plus vieux et les plus jeunes, ou même les générations de mes parents, mais surtout nos générations, c'est pas des générations qui ont à se plaindre. C'est-à-dire qu'on n'a pas connu la guerre, on n'a pas connu euh, on n'a pas eu nos besoins vitaux en fait ont toujours été comblés. On a toujours globalement eu à manger, on a eu un toit, on a été instruit, on a des familles et on a des gens qui nous aiment. Et donc nos besoins primaires étant comblés, qui sont ces besoins-là, ben, je pense que c'est juste qu'il y a un effet global que nos générations sont passées à l'étage supérieur de la pyramide de Maslow, par exemple, si on parle là-dessus, qui est du coup l'épanouissement personnel, le sens de faire des choses et d'accomplissement. Et je trouve ça génial parce que du coup, ça transforme et c'est l'incarnation en fait de l'évolution de la société et du monde du travail vers quelque chose qui a plus de sens par un mouvement générationnel, quoi. Je trouve ça très positif et donc c'est pour ça aussi que c'est un mouvement global. C'est parce que vu que on n'a pas jamais eu à avoir peur de ne pas manger, etc., ben, tout simplement on veut faire plus. Et c'est tant mieux. Et c'est comme ça aussi que je pense qu'il y a eu une énorme évolution technologique. C'est parce que comment, du coup, maintenant qu'on a tous à manger, comment faire en sorte de faire plus? Ben, il faut qu'il y ait des machines, il faut qu'il y ait des choses qui nous aident, etc., etc. Et donc, bien sûr, un autre point qui a contribué à cette quête de sens de la génération, c'est l'évolution technologique. Aujourd'hui, avec Internet et les nouvelles technologies, cette quête de sens est rendue bien plus simple, que ce soit par l'ouverture d'esprit, mais aussi d'un point de vue pratique, parce que tu as beaucoup plus de manières de gagner ta vie, de voyager, d'accéder à la connaissance, etc., etc. Et du coup, pour en revenir au travail, je pense que peu importe le travail qu'on fait, il faut qu'il ait du sens. Peut-être pas directement, mais un job alimentaire, il a du sens parce qu'il est alimentaire. Dire, voilà, le but de ce job, c'est pour amener de la nourriture dans l'assiette. Mais une fois que tu as assez d'argent et que tu peux passer à l'étape supérieure et à l'étage supérieur, ben, il faut aller chercher quelque chose de supérieur. Et je pense que des fois, on se bride à se dire non, non, pas aller plus haut, mais il faut toujours aller plus haut, il faut toujours chercher quelque chose qui a plus de sens pour nous. Et c'est comme ça qu'on s'épanouit aussi plus au quotidien. Et il ne faut pas s'attacher
aux choses et encore moins au travail. Je veux dire, il ne faut pas avoir peur de changer parce qu'au final, les choses changent et c'est ainsi, mais la vie, elle tient à rien. Donc, faut être minimaliste, il faut se concentrer sur l'essentiel. Et une fois que, par exemple, un besoin est comblé, que tu as assez d'argent pour manger, bah, tu peux peut-être trouver ou chercher à faire un autre projet ou essayer d'entreprendre ou chercher quelque chose qui aura plus de sens pour toi. Je voulais faire un petit remerciement à Liuxen4444 pour sa note et son commentaire sur iTunes. Donc je vais te partager son commentaire. Donc il dit des super conseils à appliquer dans la vie de tous les jours. Apprendre à être un peu minimaliste ferait beaucoup de bien à notre cerveau, notre porte-monnaie et notre planète. Donc merci beaucoup à toi pour ton commentaire. N'oublie pas que toi aussi tu peux aller poster un commentaire en mettant une note sur iTunes avec une question, par exemple sur ce podcast ou sur cet épisode ou sur un épisode précédent. Donc n'hésite pas à aller le faire, c'est ce qui aide vraiment le podcast à se faire découvrir par plus de personnes. Et comme tu l'as vu, voilà, je lirai les messages au fur et à mesure des épisodes. Donc je te remercie vraiment, Liuxen. Donc après ce passage très, très mental et dans la quête de sens, je voulais quand même te partager des petits trucs un peu plus pratiques. Et c'est pas forcément du minimalisme pur et dur, mais pour moi le minimalisme c'est un mode de vie global, c'est un état d'esprit global. Et c'est pour ça que je voulais faire cet épisode sur le travail et aborder ces différents points. Et donc pour ce qui est de la productivité, le minimalisme, d'un point de vue pratico-pratique, avoir une zone de travail rangée augmente ta concentration et ta productivité. Alors oui, chez certaines personnes très créatives et des artistes ou quoi, avoir un véritable foutoir sur son travail, ça ne les dérange pas plus, mais 80% d'entre nous, ça l'est, et avoir une zone de travail rangée augmente la concentration. Donc autant que faire se peut, il faut essayer d'avoir cette zone de travail rangée, parce qu'en fait, plus tu vas avoir de choses sur ton bureau, ton cerveau, il va pas forcément consciemment te dire ah, il y a plein de choses sur ton bureau, mais ça fait plein de choses à regarder et à analyser constamment, et du coup tout ça c'est des petites distractions qui font que tu vas pas être à 100% en état de flow, pour revenir à ce que je te disais au début de l'épisode. Donc c'est un conseil pratico-pratique, mais ranger sa zone de son bureau ou peu importe sur quelle zone de travail tu travailles, eh ben, ça va vraiment t'aider dans ta concentration, dans ta productivité, De mon côté, par exemple, j'aime bien avoir un carnet de notes avec des stylos, etc. pour noter des trucs, mais je le mets jamais directement sur mon bureau, je le mets à côté ou je le range et je le sors quand j'en ai besoin. Parce que sinon, je sais que ça part vite dans tous les sens. C'est-à-dire que j'ai clavier, souris, un carnet, des stylos de toutes les couleurs, etc., etc. Donc j'essaie de garder le truc propre. Ça fait très cliché, photo minimaliste Instagram, mais c'est vrai. Ça aide énormément à la concentration. Je veux dire, des fois, les clichés sont clichés parce qu'il y a un fond de vérité ou parce qu'ils sont vrais aussi. Donc voilà. Ensuite, comme je te l'avais partagé dans l'épisode sur la technologie, limite les notifications d'un point de vue smartphone, mail, etc. au maximum. Parce qu'aujourd'hui, c'est le truc qui sollicite le plus. C'est le truc, je pense que c'est la chose la plus simple à faire. Et c'est la chose qui a un énorme impact, surtout quand on les a toutes activées. Et voilà. Et par exemple, aujourd'hui, il y a plein de logiciels d'email ou quoi, ou de trucs qui te permettent d'avoir des filtres. Par exemple, tu peux désactiver les notifications, mais si tu veux, que deux trois personnes puissent toujours te joindre, bah, tu peux les laisser activés pour ces deux trois personnes. Donc il y a plein d'outils qui te permettent de faire ça de manière intelligente et pas juste de tout couper. Après, tout couper, ça va pas non plus. Des fois, on a peur de manquer quelque chose, mais tu te rendras vite compte que tout couper, c'est pas si dramatique que ça. Puis le dernier point du coup de ce côté productivité, c'est que si tu es, et c'est surtout valable si tu es entrepreneur bien évidemment, mais si tu as la liberté d'organiser ton temps, de t'organiser vraiment librement, il faut vraiment essayer le plus possible de se concentrer sur une seule chose à la fois. Par exemple, si tu as plusieurs projets, si tu as plusieurs clients, si tu as plusieurs choses à gérer, on a souvent plusieurs choses à gérer, ça va être de se définir vraiment des créneaux sur lesquels tu te concentres sur une seule chose. Comme je te l'ai dit au début, et des fois ça va pas prendre 4 heures de deep work, mais genre une demi-heure, une heure, et d'essayer de se concentrer dans ce créneau-là sur cette chose et ensuite de passer à quelque chose d'autre, et pas d'essayer de faire deux, trois choses à la fois. Et c'est là le problème des emails, du genre de choses, parce que des fois tu dis ouais, bah, je vais juste répondre, ça prend 2 minutes, mais tu réponds, du coup ton cerveau se concentre sur cette réponse, il a coupé l'effort qu'il faisait avant sur l'autre tâche que tu étais en train de faire, et ensuite ça te prend du temps pour te remettre dessus. Donc vraiment se concentrer sur une seule chose,
ça te permet d'être vraiment à fond. Parce que quand tu veux faire plein de petites choses, au final, c'est l'assurance de ne rien faire à fond, de ne rien faire intensément. Et ça, c'est pas bien. Enfin, c'est pas, je veux dire, c'est pas que c'est pas bien, mais c'est juste que c'est perdre son temps et c'est perdre son énergie. Alors maintenant, on va passer à la partie questions. Alors, pour me poser une question, du coup, comme je te l'ai déjà dit, tu peux le faire du coup sur iTunes, par email, sur Twitter ou Instagram. Donc là, c'est une question que S. Midji m'a posée sur Instagram. Et donc, sa question, c'est: est-ce qu'il t'arrive de procrastiner de temps en temps et comment l'éviter? Alors, c'est une excellente question. Bien sûr qu'il m'arrive de procrastiner. Je veux dire, tout le monde procrastine. Alors, ceux qui te font croire l'inverse, à mon sens, sont des menteurs parce qu'il y a toujours un moment donné où on reporte des choses. Après, la question, c'est qu'est-ce que tu procrastines? Est-ce que tu procrastines les choses qui ont du sens pour toi, qui sont vraiment importantes? Et souvent, quand on procrastine des choses, c'est parce qu'elles ne sont pas vraiment importantes et parce qu'on ne tient pas vraiment à les faire. Donc, oui, ça m'arrive de procrastiner, mais je procrastine rarement, par exemple, les podcasts, tu vois. Ça, c'est quelque chose que, en général, j'arrive à les faire. Ce que je procrastine, ça va pas être, par exemple, être des trucs chiants en lien avec le podcast. Heureusement, il n'y en a pas beaucoup, mais genre, des fois, le montage, c'est pas forcément toujours ce qui me fait kiffer le plus. Je veux dire, réécouter un épisode 2 fois ou 3 fois, c'est pas forcément ce qui me fait kiffer le plus. Mais je procrastine rarement les choses en lien avec le podcast. Mais par exemple, typiquement, le truc que je vais procrastiner, c'est tout ce qui est plus papier, enfin, juridique, administratif ou ce genre de choses qui me font moins plaisir ou des choses voilà, comme ça. Donc oui, il m'arrive de procrastiner, mais comment lutter contre la procrastination? Il y a deux choses. La première chose, ça va être déjà de te concentrer sur l'essentiel. Ça va être de ne pas avoir trop de projets, de ne pas avoir trop de choses à faire. Enfin, je veux dire, en une journée, je veux dire, se dire que tu as 20 millions de choses à faire dans une journée, c'est déprimant avant même de commencer la journée. Donc, te dire qu'aujourd'hui, tu as par exemple un podcast et un truc pour un client à faire, ben voilà, c'est beaucoup plus simple que de dire que tu as un podcast, un truc pour un client à faire, 25 emails à répondre, un rendez-vous, un autre podcast à faire, une vidéo, tweeter, faire un truc Instagram, etc., etc. Donc, te concentrer sur l'essentiel, ça va, à mon sens, aider à la procrastination. Ensuite, être clair aussi sur ce que tu dois faire. Parce que souvent, on va procrastiner des grandes idées. C'est-à-dire que tu vas avoir genre une tâche qui va être faire un podcast. Faire un podcast, ça peut être très, très vaste. Faire un podcast sur quoi? Faire un podcast pour quel podcast? Faire un podcast comment? Etc., etc. Alors que si tu le découpes en plein de choses, et c'est ce que je fais, ça te le rend beaucoup plus pratique dans le sens où tu vois les étapes. Première étape, préparer. Deuxième étape, enregistrer. Troisième étape, monter. Quatrième étape, programmer. Cinquième étape, préparer la promotion. Sixième étape, publier, etc., etc. Et ça, tu peux le faire pour plein de choses. Il faut essayer de découper les grandes tâches et les grandes choses qu'on veut faire en plein de petites tâches où du coup c'est pratico-pratique. Et en plus, c'est un côté très pratique là-dedans, c'est-à-dire que tu vas te dire, bah là j'ai fait ces 3 premières tâches, c'est tout pour aujourd'hui, tu peux passer à autre chose ensuite. Ou alors tu peux tout faire dans la même journée, mais si tu veux, tu as un vrai suivi. Alors que quand tu es dans une tâche globale du style, je sais pas, devenir riche, par exemple, voilà, ton objectif c'est de devenir riche. Devenir riche, il y a 1 million de manières de devenir riche. Par contre, si tu te dis, bon, moi je vais choisir cette méthode, on va dire, il n'y a pas de méthode miracle, mais tu vas dire, moi je veux essayer ça pour devenir riche, bah, tu prends cette truc et tu le découpes en plein de petites tâches, de petites étapes à atteindre et choses à faire pour essayer de devenir riche. Donc, à mon sens, découper les choses et les faire de manière la plus simple et la plus claire possible, ça aide énormément à la procrastination parce que quand c'est des choses vagues, ben forcément on se dit waouh, ça a l'air tellement énorme, alors que des fois en se donnant des petits objectifs tout simples et des petites étapes toutes simples, et ben ça va beaucoup plus vite. Et c'est beaucoup plus gratifiant aussi. Et je voulais juste du coup finir cette réponse à cette question en te disant qu'il faut vraiment pas tomber dans le mythe de la non-procrastination et aujourd'hui dans le développement personnel, dans la productivité, etc. Voilà, on a l'impression qu'il faut travailler 15 heures par jour et travailler intensément 15 heures par jour. Tout ça, c'est du mensonge. Encore une fois, il vaut mieux faire un travail en état de flow, en état de concentration ultime et qui soit excellent que de faire du travail et de gratter la surface pendant 8 heures par jour, ce qui est ce que la plupart des gens font, pas à cause d'eux-mêmes, mais juste parce que le système est construit de cette manière-là. Donc voilà, j'espère que cette réponse t'a aidé. Et donc, si toi aussi, si d'autres personnes, si tu as une nouvelle question ou si d'autres personnes vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur du coup podcastminimal@gmail.com, sur Twitter.
et sur mon Instagram. Tous les liens seront comme d'habitude dans les notes de l'épisode. Donc voilà, je ne veux pas transformer cet épisode en conseil sur la productivité en tout genre, etc. Donc je vais m'arrêter là parce que je t'ai transmis l'essentiel de ce que je voulais te partager dans cet épisode sur le travail et la productivité. Et du coup maintenant on va passer à la partie valeur et aux petites choses qui m'ont apporté de la valeur avant de conclure l'épisode. Donc dans les choses qui m'ont apporté de la valeur, alors c'est pas forcément cette semaine, c'est pas forcément à l'instant T, mais c'est des choses que j'avais vraiment envie de te partager. Donc la première, c'est le site Medium. Alors Medium, c'est à mon sens pas assez connu des Français. Peut-être que tu connais, et dans ce cas c'est très bien, mais pour t'expliquer ce que c'est Medium, c'est en gros un site de blogging qui te regroupe donc plein d'articles de blog où en gros tu as ton compte et tu peux poster tes articles de blog, mais tu peux juste y aller pour lire des articles. On va dire 80% du contenu est en anglais, mais il y a quand même des gens qui commencent vraiment à écrire en français. Moi notamment, j'écris en français dessus. Et donc je te mettrai par exemple le lien de mon Medium si tu veux aller voir dans les notes de l'épisode. Et pourquoi je voulais te partager ça, c'est parce que donc je trouve les articles extrêmement qualitatifs, déjà premièrement avec beaucoup de valeur. Et ensuite le site est très minimaliste. Et donc ça fait totalement sens avec le podcast. C'est-à-dire que voilà, tu vas pas avoir plein de pop-up ou de pubs. Tu as à chaque fois, les articles sont globalement, ils ont à peu près tous la même forme. Tu n'as pas beaucoup de possibilités de personnalisation. Mais du coup, ça se concentre vraiment sur le message et pas sur la forme, etc. Et c'est souvent très bien fait. Vraiment, je t'encourage à aller lire 2-3 articles dessus. Je suis sûr que tu vas apprécier. Ensuite, là, c'est un produit, c'est vraiment tout con, mais là, c'est du minimalisme à 100%. J'ai récemment, du coup, investi, quel investissement, dans une bouteille en verre pour ne plus acheter de bouteilles en plastique et pour protéger notre bonne vieille terre. Donc voilà, j'avais juste envie de te partager ça parce que je trouve ça cool de faire ça et que le minimalisme et, euh, et l'écologie, c'est aussi important. Et la troisième chose, alors là, ça n'a rien à voir avec le minimalisme, mais c'est juste que personnellement, comme je te dis, cette partie, c'est les choses qui m'apportent de la valeur et cette chaîne YouTube m'a énormément apporté de valeur parce qu'elle parle d'une chose qui me passionne, à savoir l'histoire. Donc tu n'es peut-être pas du tout intéressé par l'histoire ou tu connais peut-être déjà cette chaîne. Donc cette chaîne, c'est Nota Bene sur YouTube qui a déjà beaucoup d'abonnés, hein, mais c'est pas un petit nouveau qui débute. Mais voilà, c'est vraiment, il partage des choses sur l'histoire, sur plein de moments historiques, etc. De manière super simple, super compréhensive et toujours très passionnante et très bien tournée, etc. Donc je t'encourage vraiment à aller voir sa chaîne si tu as envie d'apprendre des trucs ou si tu es passionné d'histoire et que tu ne le connais pas encore. Donc maintenant, je voulais conclure ce podcast en te partageant ce message. Nous vivons dans un monde plein de sollicitations extérieures. La valeur que nous créons dans notre travail est essentielle dans ce monde. Pour ajouter de la valeur à ce que nous produisons, nous devons nous concentrer sur l'essentiel, sur une seule chose. Nous ne devons pas hésiter à créer une bulle qui nous permettra de plus nous concentrer et de nous dépasser au quotidien. Car le travail peut être une sinécure ou un plaisir, mais quand il est bien fait, il peut aussi être un moyen de se réaliser. Comme quand on se débarrasse d'un vêtement car on ne le met jamais. Ne nous attachons pas à des situations ou à un travail. Car tout ça, au final, n'a que très peu d'importance. Ne nous laissons pas définir par ce que nous portons ou ce que nous faisons. Définissons-nous par ce que nous aimons, ce qui nous passionne, ce que nous sommes. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode du podcast. Ce podcast est autoproduit par mes petites mains et tu peux donc le soutenir sur iTunes en allant laisser une note de 5 étoiles, de préférence bien évidemment. Tu n'auras à le faire qu'une fois et ça aide vraiment le podcast à se faire connaître. Tu peux en profiter bien évidemment pour me poser une question. Je te remercie, à bientôt et n'oublie pas qu'il est possible d'avoir plus avec moi.